Messieurs et dames, asseyez-vous confortablement car vous êtes déjà embarqués dans une nouvelle édition des enjeux. Les enjeux ne sont pas toujours locaux, ils peuvent être internationaux, ils ont un caractère sécuritaire, économique, sportif, pourquoi pas culturel. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Sans plus tarder, place à présent à notre invité, c'est Ece Omo. Chris Mukendi Kabemba. Chris Mukendi est économiste de formation, licencié en sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale. Chris Mukendi Kabemba est cadre de l'AFDCA, communicateur de l'Union sacrée et spécialiste des questions parlementaires. Chris Mukendi Kabemba. Très heureux de vous recevoir. Oui, très bien, merci. Sinon, vous allez bien? Oui, ça va. C'est toujours un plaisir. Ben, il est partagé le plaisir. On s'installe. Merci. Alors, l'Union sacrée, ça va. Nous apprenons que désormais vous êtes organisé dans une forme de structure, des communicateurs de l'Union sacrée. Vous faites partie de cette structure? Oui, je suis un des membres. Nous avons pensé qu'il était important pour l'Union sacrée, en termes communicationnels, de pouvoir s'organiser, de mettre tout le monde ensemble dans une structure qui permet à ce que nous puissions avoir le même élément de langage. On avait constaté une certaine faiblesse dans les chefs de certains communicateurs, notamment en rapport avec les statistiques ou la fiabilité de l'information qui était portée à la place publique. Nous avons estimé qu'il était important que nous puissions, puisque nous communiquons tous au nom du chef de l'État, au nom du gouvernement, au nom des institutions de la République, de pouvoir fédérer les efforts, de pouvoir organiser cette communication de manière à ce que ce soit une communication cohérente, intelligente et structurée. Et nous avons profité de l'occasion lorsque la tentative du coup d'État contre les chefs de l'État a été orchestrée. On a pensé que c'était le bon moment qui nous a permis de pouvoir, à l'occasion, nous organiser aussi pour pouvoir réunir tous les communicateurs de l'Union sacrée, comme j'ai dit, afin de pouvoir avoir le même élément de langage. Donc aujourd'hui, nous avons une structure organisée que nous avons eu le privilège de présenter au président du Sénat, que nous considérons comme coordonnateur de l'Union sacrée. Comme parrain. Hein? Voilà, donc vous allez vous rappeler que le chef de l'État lui avait confié la mission d'organiser l'Union sacrée à l'époque. Et compte tenu de cette responsabilité qui lui a été confiée, nous sommes allés le voir pour lui dire que, Monsieur le Président du Sénat, nous sommes en train de nous organiser. Donc, pensez à nous dans votre organisation, parce qu'on avait aussi noté une certaine convergence du côté de leaders politiques qui commençaient à mettre en place la structure, à organiser la structure de l'Union sacrée pour leur dire nous, on a déjà fait une structure, donc lorsque vous aurez à mettre votre structure en place, intégrez-nous dans cette structure-là parce que nous existons déjà. Donc, nous avons placé à la tête de cette structure Maître Donald Kabasele. Maître Donald Kabasele. Voilà, qui est secondé par Bellarmé Biamungu, qui est de l'FDC, Armand Moukoulou, qui est de la CCU, et il y a Junior Bakokela, qui est du FF, Union fait la force, donc UFF, et il y a d'autres amis qui les accompagnent. Donc, nous, on est là pour apporter notre soutien. Mais comme toute structure, on n'y entre pas comme on veut. Quels sont les critères qui peuvent faire partie de ces communicants de l'Union sacrée?
Il y a déjà... Au départ, il y a même un certain nombre de critères à remplir, n'est-ce pas? Au départ, il faut être communicateur de son parti politique. L'avantage que nous avons, c'est que nous nous connaissons tous. Hein, on connaissait les amis de l'UDPS qui communiquaient au nom de l'UDPS, on connaissait les amis de l'FDC qui communiquaient au nom de l'FDC, on connaissait les amis d'autres partis politiques qui communiquaient au nom de leur parti politique. Donc ces personnes-là étaient facilement identifiables et nous les avons contactés pour leur dire qu'on mettait en place une structure des communicateurs de l'Union Sacrée. Et comme on dit, ils étaient d'abord communicateurs de leur parti politique, de leur regroupement politique, avant de devenir communicateur de l'Union Sacrée. Donc, ne peut être communicateur de l'Union Sacrée que la personne qui était d'abord préalablement communicateur de son parti politique ou regroupement politique. Nous ne créons pas des communicateurs. Ce sont des communicateurs qui existent, donc vous ne voulez pas des parachutés, là? Quelqu'un qui n'a jamais été communicateur dans un quelconque parti politique et qui, du coup, se retrouve communicateur de l'Union Sacrée. Vous ne voulez pas de ça? Non, il n'y a pas une génération... Il faut venir de quelque part. Il faut venir de quelque part. Donc, mais il y a aussi des amis qui sont indépendants, mais que nous connaissons comme communicateurs pour les comptes de l'Union Sacrée, à qui nous avons aussi tendu la main. Donc, aujourd'hui, nous avons une structure qui est organisée, qui est structurée, au sein de laquelle nous avons une communication maintenant intelligente, une communication fondée sur les statistiques, sur des données fiables qui proviennent des institutions de la République. Donc, si nous abordons la question en rapport avec la gratuité, les données que nous allons apporter sur votre plateau sont des données qui viennent tout droit du ministère de l'enseignement primaire. Les amis qui, en rapport avec la gratuité, certains passaient pour dire qu'il y a 4 millions d'enfants qui ont bénéficié de la gratuité et 4 millions ont été scolarisés. Quelqu'un d'autre pouvait passer pour dire 3 500 000, 3 200 000. Mais aujourd'hui, avec cette structure qui est mise en place, nous parlons le même langage parce que fondé sur des statistiques, des données qui sont fiables. Donc aujourd'hui, il n'y aura plus de tâtonnements dans ces langages, il n'y aura plus de tâtonnements dans la vulgarisation de l'action du gouvernement. Dans la communication. Dans la communication, nous parlerons les mêmes nombres de kilométrages qui ont été asphaltés, nous parlerons des mêmes nombres des élèves qui sont scolarisés, nous parlerons les mêmes nombres des réalisations en termes de projets qui seront exécutés dans les pays. Donc on a pensé qu'on ne pouvait pas fonctionner de manière dispersée et on a convergé les efforts. Mais à propos du fonctionnement, il y a déjà des voix qui s'élèvent, hein, à l'instar de celle de Bazin Pembe, que vous connaissez bien, qui pensent que contrairement au fonctionnement des communicateurs du FCC, ne faites pas de la communication un métier, par conséquent qu'il n'y ait pas un budget pour ça, un budget de communication où on donne à chacun un montant X pour aller communiquer parce que Félix Tshisekedi fonctionne différemment du FCC et il a plutôt d'autres priorités. Je suis d'accord avec Bazin, mais vous savez vous-même que la communication, ce n'est pas de la gratuité. Je suis d'avis avec Bazin, mais aussi il faut mettre à la disposition de ces communicateurs les minimums pour pouvoir communiquer. Moi, en tout cas, je ne suis pas demandeur, hein, mais aussi je ne voudrais pas faire de cette communication un métier. Un métier, je ne me suis pas inscrit en politique pour devenir communicateur d'un parti politique. Je me suis inscrit en politique parce que je vais servir le pays. Et ce n'est pas mon ambition de me limiter à communiquer, à relayer ce qui est fait dans certains ministères. Je considère qu'il y a un ministre qui est en charge de la communication et médias qui les fait déjà très bien. Mais nous sommes là pour aider les chefs de l'État à travers nos partis politiques, à travers nos regroupements politiques, puisque nous croyons en sa vision. Nous nous disons, ok, nous accompagnons les chefs de l'État, mais aussi parce qu'il y a un déficit de communication. Nous sommes aujourd'hui avec un média qui est envahi de kamikazes qui voudraient faire croire à l'opinion que Tshisekedi ne fait rien. Et nous qui sommes avec Tshisekedi, nous devons expliquer à la population. Et faute de communication, ces messages peuvent passer. Donc, s'il n'y a pas de communication, le peuple peut considérer les propos qui sont véhiculés dans les médias par nos amis du FCC, par nos amis de la Mouka, alors que les faits sont là. Aujourd'hui, les gens qui parlent du projet Tchilé-Gelou, j'entends parfois
parfois nos amis du PPRD qui avec moquerie des fois. Avec moquerie abusivement. Dadin. Chile Gelou, c'est un projet qui permet à ce que le Congo puisse être... Mais quelqu'un m'a soufflé, il veut dire exemple. Chile Gelou veut dire exemple, savez, modèle. Malheureusement, je ne suis pas un modèle parce que je suis... Non, Chile Gelou. Non, moi, je ne suis pas un modèle parce que je suis un Louba qui ne parle pas Chiluba. Malheureusement, donc, vous comprenez. Mais, vous l'avez dit, les projets, c'est un projet modèle, comme vous l'avez dit, qui permet à ce que... L'exemple, qui permet à ce que des réalisations soient exécutées pour montrer que notre pays avait cette capacité depuis longtemps. Capacité que certains détenteurs du pouvoir n'ont pas voulu mettre à la disposition des Congolais. Et aujourd'hui, avec une volonté politique qui est incarnée par les chefs de l'État, nous pouvons espérer que le Congo d'aujourd'hui ou le Congo de demain sera mieux que le Congo d'hier. Donc, comme je disais, ce projet a permis ici à Kinshasa de désengorger, de pouvoir asphalter. Je prends seulement l'aspect routier, infrastructure routière. Si vous allez par exemple à Kitambo, vous allez vous rendre compte que la route l'avenue Kwamut, qui était autrefois non asphaltée, venait d'être asphaltée. Vous avez à partir de l'avenue Benteke, l'avenue qui conduit vers la station ML à ma campagne, hein, il y a une route qui a été aussi construite, qui passe sous les ponts, qui permet à ce que la route Benteke soit désengorgée. Il y en a autant des travaux qui sont exécutés à travers la République, et nous pensons qu'il faut que nous puissions communiquer là-dessus pour montrer à la population congolaise qu'effectivement, Tshisekedi est en train de travailler et qu'au regard de ses réalisations, il mérite un second mandat qui lui permet de finaliser sa vision. Je vous stoppe un moment parce que nous allons revenir sur les réalisations de Félix Tshisekedi, il n'y a pas de problème, mais je voulais quand même qu'on sorte du pays, allons rapidement en Europe, où après plusieurs semaines de tensions, ça y est, la Russie de Poutine a décidé d'engager, de déclencher une opération militaire en Ukraine. Et cela a suscité un tollé général, presque à l'unanimité. Mais au Congo, jusque-là, silence radio de la part des autorités congolaises. Est-ce que ce silence se justifie? Ça, c'est ma première question, premier volet de ma question. Deuxième volet, craignez-vous, y a-t-il des sérieuses craintes que cette crise dégénère et aboutisse à ce qu'on appelle abusivement guerre mondiale? C'est la crainte de tout observateur, parce qu'aujourd'hui, derrière l'Ukraine, se trouvent plusieurs autres États qui ne se sont pas engagés directement face à la Russie, mais qui apportent un soutien... Et pas les moindres États appelés grandes puissances. Des grandes puissances qui apportent un soutien logistique à l'Ukraine, qui apportent un soutien financier, qui apportent un soutien en termes d'armement militaire, non les moindres. Donc moi je considère aujourd'hui qu'il est effectivement à craindre une troisième guerre mondiale si la situation persiste. Mais ici en RDC, je me dis, mais pourquoi vous voulez toujours que la RDC se prononce? Même si directement, nous ne pouvons y apporter... non, je ne dis pas que la RDC ne peut rien apporter, mais déjà l'effet qu'il y a... la voix de la RDC quand même. Déjà, l'effet déjà qu'il y a nos compatriotes congolais qui habitent l'Ukraine, je crois que l'État congolais... Les Congolais sont partout. Est préoccupé par cette situation. Mais il faut aussi se poser la question, comment faire pour évacuer ces Congolais dans la mesure où les aéroports sont fermés, dans la mesure où les banques sont fermées, on ne sait pas apporter un soutien financier à nos frères qui sont de l'autre côté pour pouvoir même se déplacer, aller dans des pays voisins en attendant que les aéroports s'ouvrent. Je crois que l'État ne fonctionne pas seulement en se plaçant devant les caméras et à faire des déclarations. L'État, c'est aussi simplement sa capacité à agir sans parler. Je crois que le gouvernement de la République est en train d'étudier
des voies et moyens qui permettront à ce que l'État congolais puisse être présent dans ce qui se passe en Ukraine, mais pour préserver premièrement les intérêts de nos frères qui sont en Ukraine, qui ont choisi l'Ukraine, soit pour des raisons d'études, soit pour des raisons économiques, de seconde patrie, des raisons économiques qui y résident. Mais pour le moment, comme je l'ai dit, il n'y a pas accès. Nous ne sommes pas un pays frontalier de l'Ukraine pour apporter de l'aide aussi rapidement. Hein. Je crois que ça doit non, pas de l'aide, mais notre voix aussi. Mais bon, la voix, nous condamnons déjà la guerre. Oui. Hein, parce que déjà, nous-mêmes, nous sommes parce un pays... Parce que j'aurais appris que l'ambassadeur russe en RDC a plutôt fait croire que les Congolais, en tout cas les Congolais de la rue, soutiennent la démarche russe. D'ailleurs, pour preuve, d'ici peu, il y aura une manifestation spontanée des Congolais, des Quinois, une manifestation de soutien à la Russie. Je ne pense pas. Ce sont des propos qui n'engagent que l'ambassadeur de la Russie. Mais je dis, la RDC est un pays qui est victime de la guerre. Nous avons comptabilisé autant de morts dans notre pays et je ne pense pas que nous pouvons souhaiter la guerre à un autre État. Donc cette démarche-là de l'ambassadeur de la Russie n'engage que lui, mais je ne vois pas les gouvernements congolais s'inscrire sur un schéma qui soutient la guerre ou l'invasion, parce que ce n'est même pas la guerre, ouais, c'est la Russie qui vient envahir. C'est une agression telle qu'on l'a connue chez nous. Nous avons été agressés, nous ne pouvons en aucun cas encourager l'agression d'un pays sur un autre. Donc, je considère pour nous qui avons connu les affres de la guerre, qui jusqu'à aujourd'hui continuent à alimenter l'inimitié entre la RDC et les pays voisins, je ne peux pas considérer que la RDC soutienne ce genre de démarches, hein, et d'où je comprends carrément les silences de la RDC, parce qu'il ne peut pas s'inscrire sur ces schémas-là. C'est un silence prudent. C'est un silence sage. C'est un silence de la prudence aussi. Hein. Il ne faut pas parler pour parler, il ne faut pas parler pour faire plaisir à qui que ce soit. Il faut parler pour préserver les intérêts de la République. Lorsque les intérêts du Congo ne sont pas préservés, je préfère encore que, au niveau de notre diplomatie, que nous puissions émettre des réserves. Ce silence, c'est juste le silence des réserves, parce que cette guerre, la situation, comme j'ai dit, risque de mais les crises d'embrasement à grande échelle sont-elles fondées? Les crises d'embrasement à grande échelle, que la crise s'internationalise et aboutisse peut-être à ce qu'on appelle guerre mondiale. Mais je crois que c'est une question qui devrait être réglée diplomatiquement, mais qui n'a pas tenu. Mais aujourd'hui, avec cette invasion de la Russie, je vois même les Russes eux-mêmes qui sont contre cette invasion. Oui, oui. Et qui sont brutalement réprimés. Mais justement, mais ils sont, c'est vrai, mais si tous les pays s'est levé pour condamner, je ne pense pas que Poutine aura la force de brimer toute la République. Hein? Mais ça permet à chacun d'exprimer ce qu'il pense de cette guerre qui risque de devenir une guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est une situation insoutenable. Moi, personnellement, je ne peux pas soutenir cette agression. Je considère que il y a encore des voies diplomatiques qui permettent à ce que cette situation se calme. Mais prenez l'hypothèse où le président ukrainien, qui a accepté d'aller au front, se fasse martyr de cette situation. Comment le monde entier pourra gérer cette situation par la suite? Parce qu'il est au front aujourd'hui. Si l'armée russe arrivait à tuer les présidents ukrainiens, comment la situation sera perçue dans le monde entier? Ça peut vite dégénérer. Mais ça va vite dégénérer. Donc, je me dis... mais parce que derrière l'Ukraine, il y a déjà des grandes puissances, des forces nucléaires qu'il ne faut pas minimiser. Il y a les États-Unis, il y a la France, il y a la Grande-Bretagne, il y a l'Allemagne. Donc, autrement dit, c'est une guerre indirecte à une autre puissance... grande puissance, la Russie. Déjà aujourd'hui, c'est une situation explosive. On peut les considérer comme des alliés de l'Ukraine. Tout à fait, pas les considérer, mais c'est ainsi. Lorsque vous vous alliez à l'Ukraine, ça veut dire que vous faites ennemi de la Russie. C'est ça la vérité. Oui. Les amis, aujourd'hui, votre allié, c'est mon ennemi lorsque vous êtes mon ennemi. Oui. Donc il est clair que la Russie va en guerre aujourd'hui avec
plusieurs nations de l'Occident, Les Occidentaux. mais aussi avec les États-Unis. Donc c'est une situation qu'il faut gérer pour que ça ne puisse pas... Mais la Russie aussi peut avoir un autre grand allié, la Chine, l'Inde, entre guillemets. C'est là que la situation dégénère encore. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. L'Irak, l'Iran. La crise risque de devenir une crise mondiale si elle est mal gérée. Donc je crois que c'est tous ces pays-là qui sont des pays puissants dans le monde entier, qui sont aussi membres pour la plupart des Nations Unies. Ouais. Il est temps que des mesures soient prises au niveau des Nations Unies pour, en tout cas, calmer les ardeurs des uns des autres, de peur que la situation se dégénère et que ça puisse embraser le monde entier. Revenons au pays de Félix Tshisekedi, vous l'avez dit, il s'est tenu la semaine dernière, la réunion, un comité autour des signataires de l'accord d'Addis Abeba, mais le grand absent, c'est Paul Kagame du Rwanda. Comment l'avez-vous analysé? Vous savez, ce sont des réunions qui regroupent les chefs d'État et les chefs des gouvernements. Déjà, je ne peux pas dire, bon, son absence, je dois mal percevoir son absence, pas du tout. Vous allez vous rappeler qu'il y a des activités qui se sont tenues en Belgique tout récemment. Le chef de l'État n'est pas allé. Ouais. Il a délégué le Premier ministre. Les sommets Union européenne, Union africaine. C'était le sommet des chefs d'État. Un grand sommet. Voilà. Mais le chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, n'a pas assisté. Il a dépêché son Premier ministre. Il a dépêché son Premier ministre. Donc, je crois que les textes qui organisent le mécanisme de suivi de l'accord donnent la possibilité, si les chefs de l'État n'est pas disposé ou son agenda ne le permet pas, que le Premier ministre vienne pour représenter son pays. Hein? Le problème, ce n'est pas la présence non, mais physique. sur le plan diplomatique, ça, il y a tout un message. Même sur le plan diplomatique, ça dépend... Tous étaient là, l'Ougandais était là. J'ai rappelé aussi qu'en Belgique, tous étaient là. Oui. En Belgique, tous étaient là, Tshisekedi n'était pas là. Ça n'a créé aucun incident diplomatique, puisque les textes qui régissent ces mécanismes prévoient, en l'absence des chefs d'État, que le Premier ministre représente la nation. On ne peut pas polémiquer sur sa présence ou son absence dans la mesure où son pays a été valablement représenté. Et les résolutions qui étaient prises engagent aussi le Rwanda. Espérons-les, espérons-les. Mais voilà. Hein. Mais je crois que maintenant que la présidence de ce mécanisme revient à la RDC, il faut que nous puissions nous investir. Parce que cet accord-là est souvent violé aussi, il faut le dire. Lorsque le Rwanda se permet d'entrer dans notre territoire sans y être invité. Mais c'est ça le problème. Ça veut dire que parce que le Rwanda n'est pas n'importe quel pays. Mais voilà, donc quand l'absence de Kagame ne devait qu'inquiéter. Non, j'ai dit ça n'inquiète pas parce qu'il y avait la présidence. Parce que c'est lui l'acteur de cette crise. Je ne refuse pas. Mais ce qui est important, ce sont des résolutions qui seront prises. Et ce sont des résolutions qui devront être appliquées. Moi, j'ai dit que cet accord a été de manière permanente violé. Vous vous réveillez un matin comme ça, on vous dit il y a des militaires rwandais sur notre sol. Alors qu'il y a un accord de paix. Un accord qui n'autorise à aucun État de pouvoir traverser ses frontières pour entrer dans un autre pays sans y être invité. Donc j'ai dit, cet accord était violé, mais je considère qu'avec la présidence que le président Tshisekedi vient d'obtenir, hein, il faudrait que nous puissions implémenter des mesures qui permettent à ce que ces violations récurrentes de l'accord d'Addis Abeba puissent effectivement prendre fin. Restons dans cette partie de la République pour décrypter aussi la situation sécuritaire. C'est pour la énième fois que l'état des sièges a été prorogé, si pas prolongé. Chris Kabemba Mukendi
Vous avez inversé mon nom là. C'est toujours votre nom. Mukendi Kabemba. Il y en a qui disent aussi si vous inversez, Chilombo. Si vous inversez, ce n'est plus moi. Oui. Comme beaucoup appellent les chefs de l'État, Chilombo. Ce n'est pas toujours la même personne. C'est pas la même personne. Christ Mukendi Kabemba. Très bien. Votre lecture de la situation sécuritaire à l'Est? Moi, je considère que la situation sécuritaire s'améliore. S'améliore avec l'état des sièges qui a été décrété par les chefs de l'État. Vous allez encore vous souvenir que avec l'état des sièges, les informations en notre possession font état que la production de l'or au Rwanda, les niveaux de production, le taux de production du Rwanda a baissé sensiblement. Aujourd'hui, le Rwanda ne peut produire son or qu'à hauteur de 15%, alors que le Rwanda est un pays qui ne regorge pas de l'or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Rwanda entrait dans les territoires congolais pour chercher de l'or. Il a subi un coup dur. Donc le Rwanda, on a donné un coup dur au Rwanda qui entrait de manière frauduleuse dans notre territoire pour chercher de l'or et faire du Rwanda le premier producteur de l'or dans la partie Est. Donc aujourd'hui, moi je considère, mais aussi, on avait l'habitude, chaque semaine, de voir des images dans nos téléphones de massacres de l'Est. Vous allez encore vous rappeler qu'il y a un de ces acteurs importants qui a été arrêté. C'est lui qui filmait les images de massacres, de la manière dont les FARDC étaient décapités, les populations étaient décapitées, prenait les images et envoyait dans les groupes WhatsApp. Donc aujourd'hui, déjà, dans la mesure où chacun des Congolais constate que dans son téléphone, il ne reçoit plus les images de massacres à l'Est de la République, il y a une évolution. Ça veut dire qu'il y a une évolution positive. Il faut rappeler encore ici, parce que nous sommes très exigeants vis-à-vis du régime Tshisekedi, c'est normal, parce qu'il a promis la paix à l'Est et il doit ramener la paix. Cher John, nous avons eu dans ces pays un président militaire qui s'appelle Joseph Kabila Kabange. Pendant 18 ans. Pendant 18 ans. Qui a été incapable de mettre fin à ces phénomènes à l'Est de la République. Mais pourquoi vous comparez toujours à Kabila? Justement, c'est un fait sociologique. Parce que Kabila a échoué, vous aussi vous devez échouer. Non, j'ai dit c'est un fait sociologique. Oui. Vous savez, de la même manière que le régime Kabila s'est comparé aux 32 ans de Mobutu. Non, il le fait rarement. Non, justement, écoutez, écoutez. Non, de la prise de pouvoir, ils ont dit, quand ils ont pris les pouvoirs, les pays étaient divisés, Mobutu avait détruit le pays pendant 18 ans. On n'avait pas de banque. On n'avait pas une banque au Congo. On n'avait pas... Voilà. C'est un fait sociologique. Et l'État est une continuité. Donc ça veut dire que lorsqu'ils ont hérité du régime Mobutu, ils doivent s'en référer pour aller de l'avant. Vous ne pouvez pas aller de l'avant sans vous référer à votre passé. C'est ça le principe de la vie. Donc aujourd'hui, il faut dire aux Congolais, Tshisekedi est un président civil. Mais ça veut dire quoi? Tshisekedi c'est un président civil. Il est le commandant suprême des forces. Tshisekedi est un président civil qui est en train de... Ça c'est une excuse. C'est pas une excuse. Oui, une faiblesse. Non, non, c'est une force. Parce que c'est un président civil. C'est une force qu'un président militaire n'a pas pu exploiter pour mettre fin à ces phénomènes qui se passent à l'Est de la République. Nous avions eu un militaire qui a été incapable de mettre fin à la guerre. À l'époque de Mobutu, qui était militaire, il a mis fin à la guerre parce que Mobutu était un militaire. Tshisekedi n'est pas un militaire, mais aujourd'hui, un président civil arrive à instaurer la paix à l'Est de la République. C'est quelque chose pour laquelle il faut acclamer le président Tshisekedi, même si la paix n'est pas totalement revenue. Nous les reconnaissons, mais il y a des efforts qui sont engagés. Nos FARDC aujourd'hui mènent des offensives à l'Est de la République. Aujourd'hui, toutes les bastions qui étaient autrefois occupés par les rebelles ont été récupérés. Et ça, la presse n'en parle pas. Vous voyez les opérations militaires, je salue... c'est ça aussi le travail de vous communicateurs de l'UCN. Mais justement, je salue le lieutenant Jules Ngongo qui fait le reportage sur les opérations menées par les FARDC, qui nous envoie dans les groupes WhatsApp. Aujourd'hui, nous voyons comment les FARDC se comportent sur terrain, mais aussi en rapport avec la mutualisation des forces que nous avons connues avec l'Ouganda. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître que la paix n'est pas encore totale, mais il y a des coins de la République qui étaient autrefois où on avait connu des déplacés qui ont regagné leur localité.
Donc, nous continuons à soutenir nos FARDC, nous continuons à leur apporter notre soutien moral, mais aussi leur exprimer notre solidarité, parce que ce sont des gens qui ont accepté de verser les sangs pour que le pays ne puisse perdre aucune de ses frontières. Ce sont des personnes qu'il faut encourager, soutenir, mais aussi les chefs de l'État qui s'est engagé fermement dans cette volonté de pouvoir ramener la paix. Et tous les Congolais devraient se ranger derrière les chefs de l'État pour que la paix ne soit plus un mot en RDC, que la paix devienne réellement invécue au Congo. Et aussi longtemps que la situation sécuritaire à l'est des mers de l'été, vive l'état des sièges, on va continuer comme ça jusqu'à je ne sais quand. Hein. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui limite le nombre de prorogations de l'état des sièges. C'est vrai que c'est pour 15 jours, hein, mais je crois que avec cette loi, il y a une loi... Indéfiniment prorogeable. Non, une loi qui a été votée, la loi d'habilitation, qui a donné au gouvernement la possibilité de pouvoir proroger, ouais. Hein, puisque vous savez que le Parlement se trouve présentement en vacances. Et qu'on ne pouvait pas garder nos élus de manière permanente à l'Assemblée nationale pour proroger chaque 15 jours. Donc, une loi d'habilitation a été accordée au gouvernement pour proroger chaque 15 jours. Hein. Après moult difficultés, c'est vrai. Mais je pense que aujourd'hui, comme je l'ai dit, notre constitution est claire. On ne peut pas empêcher à un gouvernement qui fonctionne en conformité avec sa constitution de pouvoir agir pour l'intérêt des Congolais. À quelques mois des élections, parce que 2023 n'est pas très loin, il n'y a pas de signaux forts qui émanent du côté de la CENI pour nous rassurer qu'il y aura élection en 2023. Pour preuve d'ailleurs, nous avons assisté tout récemment à une sorte de dialogue des sourds entre la CENI et le ministère des Finances. Quand l'un dit que jusque-là, je n'ai rien, du côté du ministère des Finances, on dit même surfacturation, au point même d'inviter la CENI à aller aussi jeter un coup d'œil sur la caisse dans la caisse de la CENI. Rien ne nous rassure qu'il y aura élection en 2023. Je crois que les signaux sont forts. Ah bon? Lesquels? Le premier signal, c'est la feuille de route de la CENI. Très discutable. Ça peut être discutable. Avec beaucoup de contraintes. Mais justement, cher John, depuis 2006 jusqu'en 2018, nous avons connu 3 cycles électoraux. Aucun cycle électoral ou aucun calendrier électoral n'a été présenté sans contraintes. Le calendrier, la feuille de route 2006 avait des contraintes. La feuille de route 2011 avait des contraintes. La feuille de route 2018 avait également des contraintes. En fait, les contraintes ne constituent pas une excuse pour le gouvernement de ne pas organiser des élections. Les contraintes sont en réalité une sonnette d'alarme de la CENI pour inviter tous les acteurs impliqués dans les processus à pouvoir jouer leur rôle dans les délais prévus. Par exemple, lorsque la CENI dit qu'il y a une contrainte législative, ça veut dire que la responsabilité en rapport avec la mise à disposition des lois revient à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et la CENI dit clairement que nous avons besoin de la loi électorale. Mais comme observation, dans le cadre des contraintes, la CENI dit, la contrainte c'est quoi? Il faut que cette loi soit votée à la session de mars 2000. Impérativement. Impérativement. Donc la session commence le 15 mars et se termine le 15 juin. Ça veut dire que dans l'intervalle du 15 mars jusqu'au 15 juin, il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat réunis puissent doter la CENI de la loi électorale qui lui permet, parce que c'est en rapport avec la loi électorale. C'est la loi électorale qui détermine les scrutins. C'est la loi électorale qui va déterminer... C'est une sorte de boussole. C'est la boussole. C'est la loi électorale qui dira, bon, est-ce qu'on aura les élections à 2 tours ou les élections à un seul tour? Mais aussi, si nous devons modifier la loi électorale pour amener les 2 tours, ça veut dire que nous devons aussi changer notre constitution.
Donc on ne peut pas changer la loi électorale en ramenant les 2 tours des élections sans pour autant toucher à la Constitution. Mais aussi, il y a un aspect, on ne touche pas la Constitution n'importe comment. Il y a un aspect important que beaucoup d'analystes politiques n'abordent pas, c'est que la loi interdit la Constitution qu'une révision constitutionnelle soit faite pendant la période d'état de siège. C'est ça les pièges. Pendant l'état de siège, on ne peut pas modifier la Constitution. L'état d'urgence, il y a l'état d'urgence, l'état de siège, et il y a trois circonstances qui permettent à ce que, lorsque nous sommes dans cet état-là, que la Constitution ne puisse pas être révisée. Donc, ce qui veut dire que si on doit réviser la Constitution, le gouvernement de la République doit mettre fin à l'état de siège. Donc, voilà autant d'éléments qui doivent entrer en jeu pour permettre à ce que notre Parlement puisse lever les contraintes que la CENI lui présente. En termes avec les finances, les contraintes financières, il est clair que le gouvernement devra mettre à la disposition de la CENI les moyens conséquents pour lui permettre de mener à mieux ses opérations. Donc moi je considère que jusque-là, le président de la CENI l'avait clairement dit, que jusque-là, nous ne sommes pas encore en retard. Mais si nous accusons un retard, le moyen sera encore beaucoup plus conséquent. Il a tiré la sonnette d'alarme. Il est clair que les contraintes pour nous ne constituent pas un prétexte pour ne pas organiser les élections, mais ça constitue, comme j'ai dit, une sonnette d'alarme. Hein. La CENI est en train d'appeler tous les acteurs impliqués dans les processus. Chacun a joué pleinement son rôle. Kabila a eu droit à ces années de glissement. Pourquoi pas Tshisekedi? Tel semble être votre discours. Nous avons considéré pour ceux qui ont considéré que Kabila constituait une médiocrité, j'ai dit, si Kabila n'a pas, dans sa médiocrité, je suis en train de réfléchir, hein, je ne dis pas que Kabila est médiocre, hein, j'ai dit, si Kabila, dans sa médiocrité que nous avons considérée, a respecté le premier mandat de 2006 à 2011, Félix Tshisekedi qui incarne l'état des droits aujourd'hui, je considère que le président Tshisekedi n'a pas intérêt à aller au-delà de 2023, surtout pour son premier mandat. Donc le président a eu à le dire aussi que la légitimité des prochaines institutions la légitimité dépend de l'organisation des élections dans les délais prévus. Parce qu'on est déjà là en face de personnes qui contestent cette légitimité, il ne faudrait pas donner encore des béquilles à ces personnes si nous organisons les élections au-delà du délai prévu. Donc, moi, je considère que le président Tshisekedi s'est inscrit déjà lui-même dans la lignée d'organiser les élections dans les délais prévus et il va respecter ces délais. Chris Moukedi Kabemba, je n'ai pas vu nos minutes passer. Là, c'est déjà la fin, les bonnes choses ne durent pas. Oui. Regardez droit à la caméra, qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple congolais? J'ai dit au peuple congolais de croire au président Tshisekedi, dont la détermination à sortir les Congos du trou dans lequel il se trouve aujourd'hui n'est plus à démontrer. Donc, aussi, le mandat que vous lui avez confié, ce n'est pas un mandat de 3 ans, c'est un mandat de 5 ans. C'est seulement au bout de 5 ans que chaque Congolais pourra apprécier à juste valeur, apprécier objectivement les mandats du Tshisekedi pour dire nous lui avons confié un mandat de 5 ans et il a fait telle réalisation. C'est seulement en ce moment-là que vous pouvez aussi lui accorder la possibilité de faire un second mandat constitutionnel. Comme on dit toujours, ce mandat n'est pas un acquis, mais le président y travaille. Nous aussi, nous sommes à ses côtés pour l'aider à y travailler afin de donner la possibilité au peuple congolais de voir l'espoir revenir, mais aussi de donner à Tshisekedi la possibilité de faire un second mandat. Chris Mukendi, je serais plutôt heureux de vous retrouver très vite pour une autre édition des enjeux parce que j'estime qu'il y a encore de la matière. Je serai autant honoré de revenir sur votre plateau. Mais pour le moment, on vous libère. Au revoir. Merci beaucoup. Messieurs et dames, c'était donc Chris Mukendi, cadre de l'AFDC et l'un des communicants de l'Union Sacrée. Vous l'avez remarqué, il n'a pas pour habitude de recourir à la langue de bois. Il a été suffisamment clair. Mon plaisir à moi est plutôt de vous retrouver très vite.
dans une nouvelle édition des Enjeux. Ça sera comme toujours avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.